Bienvenue à Seilhac en Corrèze, où un nouveau jardin ferroviaire vient d'ouvrir ses portes. Trains américains et trains européens circulent sur deux grands circuits construits dans le parc d'une propriété dominant la ville. Dans ce numéro d'aiguillage, je vous propose de les découvrir et de faire connaissance avec leurs créateurs. Seilhac, c'est en plein cœur de la Corrèze, au sud de Limoges, pas très loin de Tulle ou encore de Brive-la-Gaillarde. Et c'est là que Grégoire Porté et sa famille ont décidé de s'installer pour vivre une nouvelle vie. Enfin, pas totalement nouvelle pour Grégoire, qui est le créateur du jardin construit à Saint-Didier dans le Vaucluse, et qui récidive ici en créant un nouveau réseau de trains de jardin ouvert au public. Donc là, c'est la tour de contrôle. On est tout en analogique ici. Donc il n'y a que des transfos LGB, quasiment. Et tout le réseau fonctionne en analogique. La seule chose, c'est que j'ai mis des décodeurs numériques dans chaque locomotive, avec une programmation de vitesse maximum ou minimum, et des démarrages progressifs. Les arrêts progressifs, c'est des résistances qui sont à l'entrée des dépôts. Ici, j'ai voulu faire quelque chose d'extrêmement simple. On est tout en électromécanique. S'il y a une panne, on sait exactement d'où elle vient. Voilà. L'informatique, c'est super quand on est en intérieur. Pour un réseau d'extérieur, c'est terrible. Un automate, c'est super, mais ça demande 10 fois plus de boulot. Et puis, il faut être électronicien ou informaticien pour programmer. Et j'avais pas envie de m'enquiquiner avec ça. J'en avais un dans l'autre, c'était très bien. Mais là, j'avais envie de changer et de maîtriser en fait la totalité des éléments du parc. C'est-à-dire que j'ai pu tout faire moi-même. Donc là, je vais mettre en route. Donc, en général, je mets en route au fur et à mesure. Donc là, on va faire démarrer une partie des trains américains qui sont là-haut. Donc là, je branche et puis ça va se mettre à tourner à l'extérieur. Donc ça me permet de vérifier à chaque fois si, avant d'ouvrir, s'il y a un problème, j'interviens avant la venue du public, hein, bien sûr. Donc là j'ai le transfo des allers-retours. Ici j'ai la ligne, une des deux lignes américaines. Ici j'ai la seconde ligne américaine. Et là j'ai les trains européens qui tournent dans le bas du parc et qui sont complètement, pareil, indépendants. Donc là, s'il y a un problème sur un des réseaux, tout le reste continue à tourner. J'ai un onduleur qui me permet d'avoir un courant stable. En cas de coupure de courant, j'ai une autonomie de 10 minutes pour arrêter les trains tranquillement, voire ne pas les arrêter si c'est des micro-coupures, mais moi je ne suis pas enquiquiné par des trains qui s'arrêtent brutalement. Avec des déraillements à la clé. Parce qu'il y a quand même des trains qui sont très longs. Tout est automatisé. Chaque réseau a une sorte, entre guillemets, de dépôt, de réserve de train. Cette réserve est complètement indépendante. Hein. On est avec un système de détecteur d'aiguilles et d'ILS en fin de canton. Il y a un train qui rentre, il bascule l'aiguille sur la voie suivante, l'autre train fait le tour. À l'entrée de chaque gare, j'ai mis un ILS, puisqu'avec ces anciens transfos LGB, les Jumbo qui étaient super, vous pouvez avoir une temporisation avec arrêt progressif en gare, une temporisation que vous réglez, et un redémarrage lent. Donc ça, là on le voit, là il y a l'Amtrak qui est rentré dans la gare de Santa Ceia Cruz. Voilà, on est à Seilhac ici. Les gens de Seilhac, ça les fait marrer. Voilà. Et donc là, il va redémarrer. J'ai simplement mis un aimant, une plaque aimantée sur le premier wagon. Ça, vous verrez le détecteur à l'entrée de la gare. Et ça fait que les trains de voyageurs s'arrêtent en gare, les trains de marchandises passent. En fait, j'ai quasiment réussi à faire la même chose que ce que j'avais dans l'autre parc. Et à créer entre guillemets le même aspect visuel qu'avec un automate de 90 entrées-sorties.
Une première expérience dont Grégoire a su tirer toutes les leçons pour les mettre à profit de sa nouvelle création. Et le premier parc, je l'ai créé en 9 mois. Et puis celui-là, je l'ai créé en 7 mois. Assez rapide. Il faut beaucoup bosser. Hein. Ça a été 7 mois de travail, 7 jours sur 7, et puis 10 heures à 14 heures par jour, sans arrêt. Pourquoi ici? Pourquoi à Seillac? Pourquoi à Seillac? Parce que on a déménagé du Vaucluse, on a tout vendu, et on avait envie de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Aussi bien ma femme dans son travail, puisqu'elle est musicienne et prof de violon, que moi. Moi j'avais terminé le parc là-bas, hein, et j'avais envie de redémarrer quelque chose ici. On est chez nous ici. Et puis c'est vrai qu'on a trouvé ce parc, cette maison, en plein centre du village. Hein. C'est un petit bourg de 1800 habitants, à Seillac, c'est charmant. Et malgré le fait que je cherchais un terrain plat, où il n'y ait pas d'arbres, en fait là je me suis retrouvé sur un terrain hyper pentu, où il y a des arbres qui ont une centaine d'années. C'est un parc un vieux parc qui est en face du parc du château. Alors on a une vue superbe sur le village, mais alors par contre l'entretien c'est du délire. Parce que l'année dernière, on a ouvert au mois d'octobre, les feuilles commençaient à tomber, et à la fin des vacances de Toussaint, c'était 3h30 d'aspire-feuilles par jour avant d'ouvrir. Heureusement, la saison des feuilles mortes ne s'étale pas sur plus d'1 mois, mais tout de même. Le jardin se développe sur plus de 3000 mètres carrés. Les visiteurs suivent un circuit qui les promène d'animation en animation, du haut en bas du jardin, avant de remonter vers leur point de départ et de refaire un tour si le cœur leur en dit. Plusieurs petits circuits sont à découvrir entre les deux grands. Certains sont même interactifs et n'attendent qu'un ordre des visiteurs pour que les trains démarrent. Ici, tout a été conçu pour prendre plaisir à voir passer les trains, et même mieux, à y jouer. C'est vraiment un rêve de gamin. J'avais mon circuit en HO, on habitait au bord de la Loire, et mon rêve c'était de percer les murs et de faire sortir mon circuit dans le jardin ou dans les prés qui étaient en face. Bon, mon père n'a jamais voulu, mais là en fait je laisse libre cours à mon imagination et puis à la création, parce que le parc là c'est comme un peintre qui peint une toile ou un sculpteur. J'ai plutôt eu le sentiment de sculpter, hein. C'est de la sculpture. Pas de plan. Quand je fais les choses, je vois ce que je vais faire et après je l'adapte au terrain, je l'adapte à l'environnement, parce que on peut pas plaquer une idée dans quelque chose avec la nature. Il faut prendre le temps de l'observer. Et pendant qu'on fait les travaux, il faut prendre le temps d'observer les choses. C'est ce qui fait qu'on peut arriver à créer quelque chose d'harmonieux. Deux univers ferroviaires bien distincts sont proposés au fil de la visite. Il y a une partie, donc il y a le premier plateau qu'on découvre quand on rentre, qui est dans le style américain, puisque j'aime beaucoup moi les trains américains, les machines qui font les sons de moteur diesel et puis la longueur des trains. Et puis un deuxième plateau qu'on voit en se baladant dans le parc et en descendant dans le parc, qu'on découvre après, qui est plus dans l'esprit des trains en Europe. Je n'ai reproduit aucune maquette, aucun endroit existant. Tout est dans l'imagination. Hein. Et c'est la même chose. J'ai quasiment créé, on va dire, 70% des maquettes. Et quand je démarre une maquette, je fais un croquis sur la planche ou le papier, puis ensuite je fabrique au fur et à mesure. Les maquettes, on est arrivé en Corrèze, il doit y avoir 2 ans.
Donc pendant un an, on a cherché un lieu. Donc on était en location et pendant cette année de location, j'ai aussi fabriqué les maquettes, une grande partie des maquettes. J'en ai refabriqué cet hiver. Mais voilà, ça c'est les 7 mois pour créer le parc, c'était vraiment la mise en place de toute la structure. Faut savoir qu'ici c'était la jungle, hein, là, où il y a l'entrée, toute cette partie du parc n'était plus entretenue depuis des années. Donc je vous cache pas que j'ai eu des gros moments de doute. Et j'ai flippé. Hein. J'ai flippé parce que quand on abandonne, on a tout vendu. D'abord, on a mis du temps avant de retrouver. On a mis un an, donc l'argent il défile. Hein. Quand il rentre plus, et puis il fallait redémarrer. Donc ça a été une partie. Même si j'avais confiance au fond de moi, ça a été une partie assez flippante. La confiance, elle est revenue avec les premiers jours d'ouverture au public. À la rentrée dernière, puis au printemps. Ouais, on a ouvert 20 jours au mois d'octobre 2015, donc l'année dernière, et en 20 jours, on a fait 2000 entrées, qu'on était content. Et puis depuis début avril, ce soir, on devrait atteindre les 2000 entrées depuis début avril, malgré le temps assez épouvantable qu'il y a. Donc oui, on est content. Et puis les gens reviennent. Ah oui. Ouais. Là, depuis début avril, il y a pas mal de personnes qui sont déjà revenues 2 ou 3 fois. Alors, avec les petits-enfants, ensuite c'est sans les petits-enfants, et puis ils prennent le temps, ils s'assoient, fabriquer beaucoup de bancs aussi. J'aime beaucoup le bois, donc les gens me disent ici, en fait, on rentre, on est hors du temps, on respire chez vous, on se régénère, on rêve, ça fait du bien. Ouais. Aucun doute. Pour le fonctionnement du parc, là, déjà là ça marche, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Bon, et puis il y a aussi une chose, dans la région, c'est une région touristique, mais il y a peu de structures en fait à visiter. Ici tout est beaucoup basé sur la nature. Et dans le sud-ouest, on doit être quasiment les seuls, voire les seuls. Hein. Les 3 autres sont dans le sud-est de la France, donc... et ici, je reçois aussi bien des passionnés, mais beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le train et qui trouvent complètement leur compte. Alors, à savoir qu'en plus, pour agrémenter la visite, vous verrez tout à l'heure, on a mis, pour vous donner quelques chiffres, là, il y a 1 km de rail en linéaire, il y a 1 km de câblage, il y a quasiment maintenant 70 maquettes. Il y a plus de 600 figurines, il y a des voitures, des routes, des ponts, des rivières, enfin tout ce qu'on peut retrouver. Et 3500 plantations naines. Alors 3500 plantations naines, quand je dis naines, c'est des espèces qui, adultes, mesurent 1 mètre à 1 mètre 20 maximum. À savoir que je taille régulièrement, de façon à ce que tout l'ensemble reste cohérent. Et puis là, je m'en suis donné à cœur joie. On est dans une région où il y a quand même plus d'eau que dans le sud-est. J'adore les érables et les érables nains. Alors là, je m'en suis donné à cœur joie. Alors ce qui fait qu'il y a des couleurs que j'adore. Vous verrez, c'est très coloré. Et donc, quand le public arrive, que ce soit aussi bien les enfants que les adultes, j'ai fait une petite liste avec une 60aine de figurines à retrouver dans le décor. Tout est dans le désordre. Et là, que ce soit les enfants ou les adultes, il n'y en a pas un qui repart sans avoir tout retrouvé. Ils ne veulent pas partir tant qu'ils n'ont pas retrouvé la tortue ou les marsupilamis. C'est drôle. Et en plus, ça crée des liens parce que les gens s'échangent les informations entre eux. Ah oui, vous avez trouvé le lièvre. Ah moi je vous échange, vous n'avez pas trouvé quoi? Ah, les Dupont. Ah oui, je sais où sont les Dupont. C'est très très rigolo de les voir, de voir ce qui se passe ici. Dans sa démarche, Grégoire n'a pas oublié les enfants et a pensé à la petite flamme qui peut assez facilement s'allumer quand il découvre le plaisir de jouer au train. Dans son parc, il y a les trains que l'on regarde avec les yeux et ceux que l'on a droit de prendre à pleine main. Il y a des grandes tables de train en bois brio, donc que j'ai installées sous des abris.
Et là, une fois que les enfants sont sur les tables, c'est indécrochable, hein, ça hurle pour partir. Puis il y a des endroits où j'ai fait des circuits avec des boutons. Il suffit d'appuyer sur le bouton, le train démarre ou s'arrête. Alors ça, les enfants adorent aussi. Et puis bah oui, ça crée des vocations, hein. Ça c'est évident. Là, les enfants peuvent jouer, toucher. Il y a toute la partie qui est vraiment le décor, où on regarde, on observe. Et puis la partie où on peut jouer, toucher, hein. Les enfants ont besoin, hein, ça fait partie du développement d'un enfant. S'il ne peut pas toucher à un moment donné, soit il a envie de partir, soit il va faire des bêtises. Et ici, on peut en faire beaucoup de bêtises. Mais ça va, malgré le gravier, les petites cordes, il n'y a pas un gamin qui m'a balancé une pierre sur les rails ou voilà, bon, je donne des petites consignes à l'entrée, bien sûr. Mais bon, ça prouve aussi qu'il y a une sorte de respect du travail qui a été fait. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent et qui me disent « Monsieur, c'est beau ce que tu as fait, mais alors tu as dû beaucoup travailler. Hein. » Je dis « Ouais, j'ai beaucoup travaillé. » Mais les enfants sont très sensibles à ça. Très, très sensibles. Et le voient et le reconnaissent. Puis il y en a beaucoup qui vont voir les photos aussi des travaux. Et qui voient comment était le parc avant, et puis le tractopelle, les trous, les tonnes de terre qui ont été déplacées avec tous les cailloux. Et là, il y a plus de 150 tonnes de roches, hein, qu'on s'est monté à la brouette. Ouais. Voilà, ça fait du boulot. Maintenant que l'infrastructure du parc est en place, le plus gros est fait. Pour ce qui est du décor, en revanche, l'évolution est permanente. Alors pendant la saison, bon, c'est vrai que je ne peux pas trop créer, alors j'imagine, et puis arrivé l'hiver, en fait tout ce que j'avais imaginé pendant la saison, j'ai d'autres choses, et puis bah, je fabrique. Alors quand je fabrique une maquette, je ne sais jamais vraiment où je vais la mettre, et puis bah, elle va trouver sa place. Alors j'aménage autour. Non, des idées, ça c'est pas ce qui me manque, hein. Après il y a de l'espace encore, donc bah, petit à petit ça change. Chaque année, de toute façon, l'hiver on ferme à la fin des vacances de Toussaint, je laisse que les rails et les ponts en extérieur, les plantes bien sûr, et je rentre tout le reste. Et je restaure, parce que le soleil, les UV du soleil dévorent les pigments, les peintures, les huisseries. Et donc je restaure et je fabrique. Ce qui fait que toutes les figurines, pareil, il faut les repeindre ou en partie. Et l'année suivante, bah, je recrée des nouvelles scènes. Ce qui fait que le jeu change, les gens reviennent et ont d'autres choses à voir. Et voilà, c'est la nature qui se renouvelle. Et le début d'une belle aventure, on l'espère. Le parc est ouvert tous les jours, d'avril à la fin des vacances de la Toussaint. Pour plus d'informations sur les horaires et l'accès, vous pouvez vous rendre sur le site lespetitstrainsdeseillac en un seul mot.com. La semaine prochaine dans Aiguillage, dernier reportage de la saison 8. Comme promis, nous retournerons à Mini World de Lyon pour vivre l'inauguration du parc de loisirs et les toutes premières heures de son ouverture au public après plus de 3 ans de travaux. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages. En début de semaine, les clips du lundi alternent avec les images des aiguillonnautes. Et le vendredi, je vous propose un reportage plus long consacré à un aspect du modélisme ferroviaire en début de mois et à un sujet touchant au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez ainsi chaque lundi et chaque vendredi directement dans votre boîte mail les reportages de la semaine. Et pour m'aider à continuer à tourner ces reportages aux 4 coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.